Voilà pour Ameka. On va reprendre cette fois-là un individu complet. Il n'est pas robot. Christian Neyanga, Vivons Sport. Pour parler sport, amis sportifs, bienvenue à vous. Bienvenue Christian, bon début de semaine. Merci Julie Sefou. Bon début de semaine également à tous les téléspectateurs de Bio1 Télévision. Alors on commence par le 25e CAN handball, cette fois-là. La République démocratique du Congo et le Sénégal, c'est l'affiche du jour. Exactement, donc la 25e Coupe d'Afrique des Nations de handball qui a démarré hier en Égypte va accueillir aujourd'hui la confrontation RDC-Sénégal. C'est entrée en liste des léopards de la RDC qui va vraiment se jouer à 15h local de Kinshasa. Donc cette équipe de la RDC qui a érigé son camp d'entraînement en Égypte, c'était au Caire pendant plus de 2 semaines pour préparer bien évidemment cette compétition. Et les léopards vont devoir entrer en liste aujourd'hui. Donc cette CAN, il faut le rappeler que les léopards sont logés dans le groupe D en compagnie de la Zambie et de l'Angola. Donc déjà demain, les léopards vont affronter les Zambiens et le mercredi, la RDC va devoir affronter l'Angola. L'Angola qui est aussi une forte équipe en termes de handball. C'est vraiment une grande nation de handball sur le plan africain. L'objectif de la RDC reste terminer parmi les 5 premiers parce que si vous terminez parmi les 5 premiers, vous serez qualifié à la prochaine Coupe du Monde des handball qui aura lieu l'année prochaine. Donc les léopards ont droit à cette Coupe du Monde parce qu'ils sont déterminés. Ils ont dit qu'ils sont déterminés à devoir se présenter ou se qualifier à la Coupe du Monde, valider leur ticket qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. On va suivre le sélectionneur principal des léopards, Touzolana, qui a eu à dévoiler cet objectif dans cette interview qu'il avait réalisée à partir de l'Égypte. Je fais confiance à la détermination, à la motivation des joueurs qui sont vraiment assidus et qui ont vraiment beaucoup travaillé et ils sont mis dur à la tâche de manière à être prêts pour lundi à 15h face au Sénégal. Les 10 jours de stage passés sur place en Égypte étaient très capital pour Francis Touzolana, qui a salué par ailleurs l'implication du comité fédéral qui a mis les ambassadeurs congolais dans une bonne condition. Les attentes, elles sont simples. On attend des joueurs de faire un beau tournoi, de faire de belles prestations, d'être appliqués, d'être investis, surtout ça, donner le meilleur de soi-même sur les matchs et sur tous les temps qu'ils vont pouvoir avoir sur le terrain pour pouvoir gagner les matchs. Et de manière générale, l'objectif il est fixé, il est clair, c'est de décrocher un ticket pour le championnat du monde. Pas de soucis du côté de l'infirmerie, rassure le sélectionneur principal de la République démocratique du Congo qui est satisfait de l'état d'esprit de son groupe. Sur l'état général, voilà, on est plutôt satisfait de l'état du groupe, les joueurs aussi, le staff médical travaille d'arrache-pied pour travailler sur la récupération. Donc voilà, le groupe va bien, le moral est bon et l'état de forme laisse à présager de bonnes choses. Rappelons que l'effort... Voilà pour les handball, bon succès à l'optimisme des Congolais de handball, n'est-ce pas? On parle cette fois-là de la 7e édition de CHAN, Algérie 2022, on le sait. Alors l'agenda chargé des léopards a prime de la République démocratique du Congo, bien sûr. Exactement, en tout cas, les léopards vont devoir affronter le Tchad en double confrontation des éliminatoires de 7e CHAN, Algérie 2022, qui va devoir se dérouler, je pense, l'année prochaine. Mais en tout cas, pour ce faire, les léopards doivent effectuer un stage, plusieurs stages en fait, plusieurs stages de préparation. À cette occasion, les sélectionneurs principaux des léopards A-Prime, Otis Ngoma Kondi, avait publié la semaine dernière une liste de 68 joueurs présélectionnés, dont 20 défenseurs, 20 attaquants et 20 milieux de terrain, dont 8 gardiens. C'est une façon de pouvoir faire une bonne sélection. Et voilà, déjà les léopards vont devoir se déplacer à partir de ce 15 pour le Brazzaville. Donc les programmes prévoient le 15. Les léopards vont se déplacer pour Brazzaville où ils vont effectuer un stage. Le 27 juillet, ce stage sera ponctué par un match amical face à la formation des Diables Rouges du Congo. Ce sera le 27. Et le 31, ça sera à Kinshasa. Les léopards de la RDC, A-Prime de la RDC, vont recevoir les Diables Rouges du Congo Brazzaville. Ça sera au stade de Martyrs. Et le 31 juillet, en fait, le 15 août prochain, il y aura un nouveau stage des léopards
dans un pays à déterminer. Le pays n'est pas encore déterminé. Et le 28 août, les Léopards vont devoir affronter le Tchad. Ça sera en déplacement dans un pays à déterminer parce que le Tchad, les stades tchadiens ne sont pas homologués par la CAF. Donc, le Tchad doit choisir un pays par lequel il va recevoir tous ces matchs des éliminatoires du CHAN. Et 4 jours plus tard, je peux dire, le 4 septembre prochain, les Léopards vont devoir recevoir les Tchadiens ici au stade de Martyrs. Sans oublier, le 10 septembre prochain, les Léopards sont invités à jouer le Qatar. Ça sera à Vienne, en Autriche. Donc, c'est une préparation double XL proposée aux Léopards parce que il faut le savoir que le gouvernement congolais a besoin de cette qualification parce que ces derniers temps, le football est un peu en dégringolade. Voilà pourquoi, bien que ça ne marche pas chez les Léopards A, mais chez les Léopards A', tous les moyens sont mis en marche, sont mis en œuvre, toutes les batteries sont mises en œuvre pour leur proposer une bonne préparation afin d'arracher cette qualification. Comme ça, ils sont sur pied de façon permanente, il n'y aura pas d'excuses. Exactement, surtout que la RDC, il ne faut pas l'oublier, la RDC est double tenante du titre de cette compétition. Avec le Maroc. Donc, nous devons faire valoir nos potentialités et de notre statut par rapport à cette compétition et faire valoir aussi notre statut de grande nation de football africain. Au moins, on s'est encore compté sur les locaux. Bon succès. Alors, le monde sportif et finalement le monde journalistique est en deuil parce que celui qui est décédé, même nous l'avions aussi reçu à notre rédaction, n'est-ce pas, Patrick Lupika? Exactement, donc paix à son âme, Patrick Lupika, qui était un ancien journaliste de Digital Congo, un ancien stagiaire de B1. Il était aussi un ancien correspondant de Canal+. Malheureusement, ce jeune journaliste qui avait de l'avenir avec lui, il était pétri de talent, il est parti de manière précoce, c'était une mort tragique. On nous parlait d'une noyade, mais les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. Nous attendons plus de détails qui viendra de la famille biologique. En tout cas, entre autres, nous, la rédaction sportive de B1, nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique et à toute la corporation journalistique de la RDC qui a perdu un grand monsieur, donc il avait de l'avenir. Nous allons manquer ses analyses et son sens de réflexion plus avancé. En tout cas, c'est un jeune qui montait en puissance, malheureusement. Dieu a décidé autrement. On ne peut que dire merci Seigneur, en tout cas, qu'il repose en paix. Nous, on jeune nos voix à vous aussi pour dire qu'il repose en paix, n'est-ce pas? Il aurait eu de l'avenir. Voilà. Le rappel du programme avec le sport. Le rendez-vous avec le sport sur B1, c'est déjà à partir de ce soir, à 18h50, avec le journal des sports qui sera présenté par Jean-Louis Lukanda. Sans oublier le mercredi et le vendredi également à 18h50. Et le samedi à 9h15, on aura le grand plateau de sport débat. Ça sera avec la présentation des Stones locaux. Sans oublier nos différentes interventions dont on est ensemble les lundis, mardis et mercredis. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Watoto wote wa Kongo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu, bolo mbaya kutukwata bonso. Bibi kenya bana tudisangisha hamwa, bana tumona batatu kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanganga. Yinu la mpang nanga ya ken, yinu la mpang nanga ya bakala, yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo poto sunga mboka. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Nous sommes le 11 juillet, mesdames, messieurs, c'est la journée mondiale de la population. Forcément, vous êtes concernés si vous êtes humain, parce que ça intéresse tous les humains, tous les sexes confondus.
n'est-ce pas? On est ensemble, bienvenue à notre débat du jour de ce 11 juillet, justement parce que c'est le jour J, la journée mondiale de la population. Aujourd'hui, on parle des droits et les choix, la solution. Oui, forcément, parce que si on on fait des bons choix par rapport à nos droits, eh bien, on aboutit à la solution. Et si on fait le contraire, la réponse ne se fait pas attendre parce qu'elle ne ment pas, n'est-ce pas? Christian Emango, bienvenue. Merci beaucoup, Julie. Pascal Kambala, bonjour. Bonjour, Madame Julie. C'est les chanteurs de notre population de ce matin avec qui on va essayer, parce qu'aujourd'hui il s'agit forcément des projections, n'est-ce pas? J'avais souhaité qu'on place le décor par le mot du ministre du Plan, parce que la population, justement, ça se calcule, ce qui va advenir demain, les infrastructures, comment on mange, comment on éduque, tout ça se calcule et justement, c'est le travail du ministère du Plan. Voilà pourquoi c'est le ministre du Plan qui s'adresse à la population congolaise. En ce jour, on l'écoute et puis on revient. Durant ces 15 dernières années, le pays a affiché en moyenne annuelle un taux de croissance démographique de 3,1%. Si ce rythme d'expansion persistait, en 2050, le pays comptera 278 millions d'habitants avec ce que cela implique comme sollicitation sur l'habitat et les infrastructures sociales de base. Mes chers compatriotes, le thème retenu en 2022 pour la Journée mondiale de la population est « Un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous ». Le choix de ces thèmes a été dicté par le fait que les sociétés démographiquement fortes comprennent que les tendances démographiques sont influencées par un ensemble complexe et interconnecté de facteurs sociaux, culturels, économiques, environnementaux et politiques, et nécessitent donc des réponses globales qui permettent à tous d'exercer l'ensemble de leurs droits, y compris les droits à la reproduction. La capacité d'adaptation face aux chocs et aux enjeux de l'évolution de la population met en exergue l'importance d'anticiper, de planifier l'évolution démographique et d'investir dans les opportunités de développement. Dans ce contexte, les pays sont appelés à trouver des réponses proactives et transformatrices pour prospérer dans un monde en évolution démographique rapide. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, il faut anticiper, il faut planifier, il faut saisir des opportunités de développement. Journée mondiale de la population, les droits et les choix, la solution. Pascal Kambala. Merci beaucoup. En fait, quand on parle de la population, moi, c'est directement, je pense à la gestion des êtres humains. Quelle est la politique, quelles sont les politiques publiques mises en place pour gérer la population? Il y a un élément qui fâche, bien des éléments qui fâchent, et qu'il n'y a pas encore eu de recensement en RDC. Ah ouais. C'est un grand défaut. Au moins, ils ont de l'idée. Ils savent que ça fait 3,4% ce sont des projections, de natalité annuelle à ce rythme. Parce qu'on est déjà à plus ou moins 90 millions d'habitants. C'est des estimations. Mais pour répondre à des objectifs, pour aider la population, il faut aussi connaître le nombre. Comme ça, au moins, c'est précis. C'est précis. On sait qu'on a un médecin pour tel nombre, et puis voilà. Et moi, j'en profite pour qu'on puisse faire fonctionner l'État. Qu'est-ce que fait l'Institut on parle de l'ONIP. Pourquoi l'ONIP doit attendre la décision politique? L'ONIP doit travailler. L'Institut des statistiques doit travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette problématique, nous, Congolais, dirigeants comme population, nous devons nous poser quelles sont les quelles sont les bonnes politiques publiques mises en place pour arriver à juguler. Si je prends les cas de la santé, la couverture santé universelle, le chef de l'État l'a promis. Mais on parlera d'ici là peut-être de la couverture maladie et maternité universelle. Parce que les femmes enceintes seront prises en charge, les nouveau-nés, les accouchements aussi. Mais aussi à quel prix? Parce que c'est bien que ce soit gratuit, mais le taux de mortalité maternelle et infantile est toujours de plus élevé. Puisque les soins primaires au niveau de nos hôpitaux, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 62 ans après, le Congo, nous sommes encore au niveau où il faut répondre
répondre aux besoins primaires de la population. Sous d'autres cieux, on n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes questions, c'est qu'il faudra mettre des bonnes politiques publiques pour répondre sur le plan social. Il y a la question de l'éducation, la gratuité de l'enseignement. Mais la gratuité de l'enseignement pose une problématique sur la qualité et qui donne ces enseignements-là. Donc aujourd'hui, on peut bien célébrer, on célèbre chaque année, Journée mondiale de la population, mais il faudra à côté mettre des politiques pour que les gens, la population, sentent effectivement qu'il y a un État qui s'occupe de moi. Sans cela, il y a des vrais problèmes. Je viens d'être dans une pharmacie au niveau de la Badiading. Je salue même le monsieur Papi Mwembo qui vend dedans. Mais il faut voir le nombre de la population qui court là-bas. Le matin, déjà, j'étais. Mais ça profite à Papi. Au moins, il se fait des recettes. Non, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que la population, normalement, les gens achètent sans ordonnance. Voilà. C'est-à-dire que la majorité des gens ne recourent pas à un médecin. Non. C'est-à-dire qu'ils vont dire ah non, tout passe pas docteur. Donc tout ça répond. Il faut une politique globale, politique sectorielle pour arriver à répondre à tout ce qu'il y a comme problématique qui est liée à. Vous savez, il y a une vie chère à Kinshasa. Dès ce matin, j'ai vu une maman, j'ai fait rire même ma femme. L'ikabu yango, madame, l'ikabu wana, il y a Congo, il y a kwanga. On vend l'ikabu en plein air. En plein air. C'est-à-dire qu'il y a des choses, évidemment, il y a des histoires. Il y a des histoires qu'aujourd'hui, il faut mettre des bonnes politiques publiques. On n'en parle même pas par rapport au logement. Le pouvoir d'achat. Ailleurs en France, on parle du pouvoir d'achat. Ici, oui, c'est ça le débat le pouvoir d'achat justement et qui dit que le choix le pouvoir d'achat de la population. Mais nous, combien d'hommes politiques parlent du pouvoir d'achat? Et quelle est la population qui l'exige? Quel est l'autre camp pour s'opposer? Il n'y en a pas. C'est ça le vrai problème. Non, aujourd'hui, il faut répondre aux questions essentielles liées à la vie de la population. C'est des questions essentielles, Christian et Mango, mais visiblement, on a l'impression que même les autorités, ceux qui sont censés régenter certaines questions de vie de la société, mais parfois se réveillent lorsqu'il s'agit des journées J, des jours J, et peut-être forcément aussi parce que appuyés par des organismes, et puis ça s'arrête là. Tout à fait. Je rejoins ici Pascal tout de suite parce que il fallait qu'on puisse déjà financer l'ONIP pour commencer avec tout ce qui avait trait au recensement. Voici la réponse, Pascal. Mais nous n'avons pas fait ça, oui, parce que l'ONIP est déjà là. Ouais. Mais le problème, c'est le financement qui n'arrive pas. Où est-ce qu'ils vont travailler sous les arbres? Il n'y a même pas un siège pour qu'ils puissent travailler. Je me pose même la question s'il y a même aussi l'arrêté déjà portant sur son organisation et son fonctionnement. Donc, il n'y a pas un cadre qui est déjà fixé pour que cette institution puisse commencer à travailler, évidemment pour des raisons qu'on connaît très bien, c'est qu'on utilise l'ONIP seulement lorsqu'il est question des élections. Ça a commencé avec Kabila. Lorsqu'on a voulu mettre en place l'ONIP, tous les débats maintenant étaient, si c'était pour le camp de la majorité, donc l'ONIP, il fallait le mettre en place parce qu'il va faire les recensements. L'opposition n'en voulait pas parce que si vous mettez en place l'ONIP, donc vous risquez de subordonner l'organisation des élections. Ah oui, au recensement. Au recensement, ouais. Donc c'est qui allait impacter sur l'organisation des élections, sur les calendriers électoraux. Et donc, personne n'en a voulu. Aujourd'hui encore, dès la première année du mandat de Félix Tshisekedi, à moins que ma mémoire puisse ne pas être fidèle à moi, mais je me rappelle qu'il en a parlé dès son premier discours sur l'état de la nation, et ainsi de suite. Mais jusqu'aujourd'hui, personne ne se préoccupe de ça. Est-ce que nous avons des hommes politiques au Congo ou nous avons des hommes d'État? Ça, je me pose la question. C'était encore il y a quelques jours, Félix Tshisekedi venait de faire un discours où il disait qu'il fallait prendre en charge les frais pour nos mamans qui vont à la maternité. C'était le 30 juin.
le 30 juin. Au lendemain, nous sommes passés même sur ce plateau pour dire, mais pourquoi on ne démarre pas avant d'annoncer, mais on annonce toujours. Oui, parce que les femmes constateront qu'elles ont accouché gratuitement. Oui, Sami Badibanga avait voulu faire la même chose. Il a fini par lui-même aller payer à quelques-unes. Donc c'était pour... Il n'a jamais justifié. Est-ce que c'était de sa propre poche? Est-ce que ça sortait des frais du gouvernement? Donc finalement, on a l'impression que les autorités politiques n'ont pas, excusez-moi l'expression, ne saisissent pas l'importance de pouvoir bien gérer la population. Ils n'en saisissent pas du tout. On ne sait pas que cette même population-là que vous ne savez pas contrôler, demain, ou même au moment où vous êtes en fonction, lorsque nous avons ces problèmes ici des Banyamulenge, c'est justement parce qu'il n'y a pas de recensement. Lorsque vous entendez un président de la République d'un pays voisin vous dire ceux qui sont au Congo parlent les Kinyarwanda, mais sont des Congolais. Justement parce que vous n'avez pas de recensement. Mais gérer la population, ce que le politicien ne comprend pas, que s'il gère la population, il s'évite lui-même des problèmes, il évite les problèmes à son pays, mais on préfère s'enrichir, on préfère suivre d'autres priorités. Malheureusement, la gestion de la population dans son ensemble, lorsque le ministre dit qu'on va atteindre 278 millions d'habitants d'ici 2050. 278 millions de Congolais. 278 millions de Congolais. D'une part, c'est une ressource humaine. Oui, ce capital humain-là. Il faut y aller. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont superpuissances aussi en raison de leur population. 300 millions, ce n'est pas peu. La Chine est superpuissance aussi en raison de sa population. L'Inde, même. Je me rappelle encore que lorsque les Britanniques voulaient sortir de l'Union européenne, et les Européens de l'autre côté leur disaient, pour être aujourd'hui souverain, la souveraineté, ce n'est pas seulement lorsque une organisation supranationale s'impose à vous, mais c'est aussi parce que lorsque nous sommes dans l'Union européenne, toute la population européenne fait aussi une souveraineté parce que ce sont les échanges. Ouais. Les échanges de pouvoir d'achat. Ce sont les échanges, c'est le pouvoir d'achat, c'est la jeunesse, ce sont les ressources humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que si le pays était bien organisé, une société, par exemple, qui fabrique les véhicules, préférerait venir investir au Congo parce que sa population est jeune. 52%. Mais ça, il ne faut pas que ce soit des statistiques. Il ne faudrait pas que ce soit des statistiques simplement de l'Institut national des statistiques. Il faut que ça soit réel. Et donc, ils préféraient venir parce que la population est jeune, donc le rendement sera aussi grand. Mais n'ira, si ces sociétés-là se trouvent en France ou ailleurs au monde, c'est parce que là-bas les choses sont bien organisées. Mais quelque part, ces sociétés-là connaissent des difficultés parce que la population aussi de l'autre côté est un petit peu vieillissante. Et donc, c'est une ressource humaine que si aujourd'hui, on tenait compte de toutes ces circonstances dans lesquelles la population devait être organisée, administrée, ça permettrait même le développement. Quand nous avons 100 millions d'habitants à peu près, aujourd'hui, et que 52% soient constitués par la jeunesse, 64% soient constitués par la jeunesse, et que d'autre part, il y ait aussi une autre catégorie de la population qui devait avoir une certaine expérience professionnelle, je pense que ça aurait fait encore développer le pays un peu plus vite. Mais déconsidérer tous ces aspects-là, et comme vous le dites, je le vois souvent au Parlement, une délégation du gouvernement peut aller signer un accord. Comme nous on aime beaucoup, ce sont les accords des prêts. On peut vous dépenser 500 000 $ pour organiser un concert, mais on part demander un accord de prêt de 300 000 $. Mais le gouvernement peut signer cet accord de prêt-là. Il reviendra demander l'autorisation du Parlement à la veille, alors qu'il avait signé ça il y a peut-être 3 ans, voire 5 ans avant. Mais le gouvernement viendrait juste 48 heures avant
pour déposer les instruments de ratification, il vient demander l'autorisation au Parlement. Et c'est la même chose. Journée de la population, c'est le ministre qui va faire un bref discours, et puis le lendemain, on oublie. Quels programmes ont été adoptés? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons beaucoup critiquer que Félix Tshisekedi a fait le discours sur les maternités, mais le chef d'État qui viendra après ne devrait pas botter tout ça en touche. Il faut assurer la continuité. Or, si déjà le programme au départ n'a pas paru sérieux, parce que vous savez, Joseph Kabila avait laissé beaucoup de programmes. Ou s'il n'était que verbal. Ou s'il n'était que verbal, s'il avait laissé des programmes autrefois qui, pour une autre catégorie de la population, semblaient être un peu des programmes juste opportunistes, c'est-à-dire 5 chantiers. 5 chantiers, on sait que probablement vous ne... Ça, c'est un vrai exemple, ça. Exact. Je vous donne l'exemple, je vous donne les raisons. 5 chantiers, ça touchait à quoi? À l'eau, à l'électricité. C'est la population. Ah ouais. Ça touchait aux routes, c'est la population. Ça touchait à divers secteurs que peut-être que lancer comme ça les 5 chantiers, et même en 10 ans, peut-être qu'un chef d'État ne l'aurait pas fini. Ce qui fait que c'est lui qui allait venir après, allait continuer à cheminer jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, vous remarquez que tout ce qu'il y a eu comme programme, depuis les 15 ans de Joseph Kabila au pouvoir, 15 ans si je ne m'abuse, 5 ans plus 3 ans, 13 ans plus les 5 ans d'avant. C'est-à-dire que tous les programmes, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui s'applique. Il n'y a rien dont on continue. Je vais terminer par un dernier exemple. Peut-être les sauts de moutons. Non, ça faisait quand même partie les constructions des maisons et tout ça, mais je dis que le sérieux dont on devait imprimer dans ces programmes-là. Regardez l'aéroport. L'aéroport de Ndjili. C'est Joseph Kabila qui est venu poser la première pierre pour construire le nouvel aérodrome. Ouais. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Non, mais l'argent... J'en viens, mais je vous montre. Tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque l'aéroport allait être construit, l'aérodrome allait être construit, ça allait donner directement des impacts parce que c'est l'emploi et c'est la population. On a fait l'aérogare modulaire. L'aérogare, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne un exemple, que lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on s'est posé les questions de savoir, les sénateurs Makila a soulevé cette question, on s'est posé la question de savoir, mais il y avait déjà environ 200 millions de dollars qui avaient été déboursés juste pour les études de prospection. C'est-à-dire vérifier si les sites, on pouvait construire un aérodrome. Alors que le projet était lancé. Alors que les programmes avaient déjà été lancés. Or, c'était lui-même qui était à l'œuvre avec Félix Tshisekedi pour la pose de cette première pierre-là. Donc le sérieux, même le chef d'État qui est venu après, les millions sont sortis sous son régime, et c'est lui qui viendra après, on se posera la question de savoir s'il faut continuer ça. Et je termine par vous dire, ça c'est sorti de la bouche de l'actuel vice-premier ministre de l'Environnement. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que les populations autochtones sont en train de couper les arbres dans leur milieu naturel. Là. Alors, tellement qu'il s'est multiplié, l'Occident, l'Union européenne, les États-Unis, vous savez qu'est-ce qu'ils ont entrepris comme initiative? Lorsque le gouvernement congolais est allé demander des fonds pour désintéresser ces populations-là à pouvoir couper les arbres, parce que c'est une ressource environnementale, pour les désintéresser, ça veut dire qu'il fallait leur trouver une autre activité, comme ça ils ne vont plus se toucher à la forêt, plutôt que de leur donner ce financement-là. L'Union européenne s'est réservé de remettre l'argent entre les mains du gouvernement congolais parce qu'il craignait que ça allait être détourné. L'Union européenne a préféré financer des programmes sur la distribution des préservatifs. Vous imaginez un peu. A préféré financer
des programmes sur les préservatifs. C'est là que nous parlons quand même des choix. Les choix. Les préservatifs, j'ai beaucoup parlé, malheureusement. Je termine par là. Donc, ça veut dire que je laisserai vraiment beaucoup de temps à Pascal. Je termine là. C'est-à-dire que la ministre vous dit, j'ai dit ça, c'est sorti de Madame Eve Bassaïba, qui descend sur terrain et on remarque que les préservatifs étaient répandus partout là où les populations autochtones vivaient. Lorsqu'elle pose la question, on lui dit non, mais c'est parce qu'il y avait un programme ici sur la distribution des préservatifs. Tout ça, c'était pour empêcher aux populations autochtones de se multiplier. Ouais, ça n'a rien à voir avec le déboisement. Indirectement, c'est un frein au développement de la population. Ben, apparemment, leur coûte cher, c'est eux qui vivent. Et ce n'était pas fini par là. Joseph Kabila lui-même en a été victime aussi. Lorsqu'il part voir, je pense, Bill Clinton ou George Bush comme ça au début de son mandat, il demande des financements pour pouvoir démarrer le développement ici. On refuse de remettre les fonds, mais on lui demandera plutôt de se diriger vers les programmes des PNMLS, toujours pour la distribution des préservatifs. Donc, vous remarquez que, de l'autre côté, on vous donne l'impression de leur gestion de la population. Beaucoup de gens ont critiqué ont même suspecté que la Covid était peut-être un virus qui était injecté pour éliminer un peu la population qui était vieillissante dans certains pays. Et donc, je ne confirme pas, je l'avais appris juste. Et donc, c'est ça la politique ailleurs. Mais chez nous, nous n'imprimons pas la même politique. Et pourtant, la RDC, avec 278 millions d'habitants, il n'y aura pas un surpeuplement. Tout ça va être géré. Mais le problème, c'est quelle politique il faut appliquer aujourd'hui pour prévenir tout ce que nous pouvons rencontrer demain comme c'est notre responsabilité. Problème. Notre responsabilité. Aujourd'hui, moi je me rappelle, il y a professeur Linganga, à l'époque, un colonel, il a décédé, il disait « Je ne comprends pas pourquoi on peut amener des politiques de planning familial en Afrique, surtout au Congo. Mais je suis en train de justifier. Ce que nous, on met au monde 4 enfants, on n'a même pas les sous pour scolariser le premier. Il se transforme en enfant des rues. Non, c'est puisque... Et la malnutrition, il faut que les autres nous apportent le riz. C'est puisque l'État ne fonctionne pas. Je vous donne les cas. Boukangalose. Allez nourrir combien de populations? Où est l'argent des Boukangalose? L'argent de GOPAS, détourné. Aujourd'hui, la RDC ne paye que de dettes. Alors que GOPAS, c'était pour construire des aéroports. C'est nous-mêmes, Congolais, nous ne voulons pas. Il n'y a pas eu de bourreau. Je me pose cette question. Est-ce que le Congolais... Il n'y a pas eu de bourreau, il n'y a que des victimes. Oui, c'est tout. La population en souffre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que nous, Congolais, sommes-nous pas hostiles à notre propre développement? Madame Julie Emango, il y a le fleuve Congo ici. Mais dans le quartier à Kinshasa, Maïzate. Nous, nous avons un fleuve Congo qui nous passe ici. Mais pour se laver, les ministres qui habitent le coin ici, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas de forage, c'est vraiment à la cantine, non? À côté, on arrête à la douche, tout un ministre qui a vous voyez les niveaux. Pour les autres. Vous voyez les niveaux. Moi, j'habite à l'UPN, mais je suis obligé chaque matin de débourser de l'argent pour avoir de l'eau. Donc il y a un sérieux problème. C'est nous-mêmes, nous Congolais, nous devons nous poser. Heureusement, je viens d'apprendre qu'au mois d'août, si les choses marchent bien, la station de pompage ici va démarrer pour soulager 5 millions de personnes. Bonne chose. Mais il y a un autre élément au niveau politique par rapport à la population. Il y a une chose qui se passe dans notre pays qui n'est pas normale. On ne peut pas. Ceux qui ont appris le droit constitutionnel, moi le droit constitutionnel c'est le professeur Djelo Mpenge qui m'a enseigné le droit constitutionnel. Le quotient électoral est calculé sur base de la nombre de la population. Mais en RDC, le quotient électoral est calculé par rapport à ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. C'est une fraude politique. Ouais, c'est une fraude, oui, ça c'est politique. Vous allez dire que les moins de 18 ans sont représentés par les députés? Comment ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés ne représentent que les gens qui ont la majorité et qui ont été inscrits sur la liste électorale. Ouais. C'est-à-dire que là, l'importance du recensement scientifique ou administratif dans notre pays, nous sommes obligés d'avoir ce recensement-là. Et le recensement ne doit pas être lié à l'organisation des élections. Mais quand même faire connaître qui est Congolais, qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut me remettre ma nationalité. Quelqu'un peut venir remettre votre nationalité et vous n'êtes pas Congolais. Puisqu'il n'y a rien qui prouve que nous avons de cartes.
Mais il y a des vrais problèmes dans notre pays qu'on doit réellement mettre en marche, les bouchées doubles, mettre en marche beaucoup de choses, beaucoup de politiques publiques pour que la population ressente. Regardez-moi à Kinshasa, il y a l'embouteillage maintenant des hommes et des personnes. Oui. Ah oui, les gens se coincent vraiment, oui. Vous êtes dans des bus, mais c'est pas facile de passer l'autre. Donc, il y a des sérieux problèmes, nous, au Congo, ici. Un autre élément, il y a un chômage de masse ici au Congo. Plus de 80% des citoyens. 2% d'emploi. Plus de 80%. Le les Congolais reste, sont c'est la débrouille. Hein. Mais moi, je me pose la question. On n'a pas en telle entreprise, on a engagé. Mais on engage comment? L'Office national de l'emploi. N'a-t-il pas les fiches où il y a la gestion, où on veut engager les gens? On connaît les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi. Ça dit qu'aujourd'hui, il faut que de bonnes politiques publiques pour aider la population. Vous savez, quand on parle de malnutrition sévère, combien d'enfants congolais vivent dans cet état-là? Et qu'est fait, de temps en temps, vous avez soulevé, il y a des programmes qui arrivent. Non, mais pourquoi ne pas développer? Or, ces programmes sont calculés sur leurs mesures. Eux, ils veulent vous l'imposer parce qu'ils ont des sous pour ça. Vous allez au Congo central, j'ai l'habitude d'aller au Congo central. Mosumuna tomate, malala, ezoko pola, bitabe, ezoko beba na Congo central. Pas d'industrie. Même transformer les jus. Mais tout ça, ce sont des maladies potentielles qu'on nous administre déjà. Donc, c'est aujourd'hui, c'est à nous, Congolais, de nous remettre en cause. Et il y a un élément aussi capital, c'est le projet de 145 territoires. C'est un bon projet. Ça va aider les populations locales. J'apprends, il y a une université publique en Mbujimayi qui est en train d'être construite. C'est bonne chose. Mais dans chaque 26 provinces, qu'on construit des universités, qu'on crée des entreprises, qu'on mette des banques. Encore de ce côté-là, il n'y a que des banques étrangères. Nous, Congolais, nous n'avons pas plus de 20 banques qui existent au Congo ici. Il n'y a pas une banque proprement, exclusivement aux Congolais. Les banques appartiennent aux étrangers. Donc, il faut qu'on puisse développer les territoires, les villages. C'est un programme, il y a quelqu'un qui m'a dit que les programmes de 145 territoires, ça vient du programme PAMOVI, qu'on a transformé, programme de transformation des villages, qu'on a transformé en programme de territoire. Donc aujourd'hui, nous, Congolais, nous devons mettre en place le ministère du Plan. C'est un grand boulot de l'autre côté. Parce que si les Congolais, je peux trouver du boulot au niveau de Kassango, je fais partir. Si au niveau de Malembankou, il peut y avoir du boulot. Si par-ci, par-là, on peut créer de la main-d'œuvre, on peut. Donc, le Congo, on n'aura pas cette situation ici où on voit à Kinshasa, tout le monde rêve de venir à Kinshasa, tout le monde rêve de venir à Kinshasa. Non, c'est ça le problème. La gestion de la population est très important. Par rapport à beaucoup de domaines, Même le transport à Kinshasa. Le ministère des Transports, je ne sais pas s'il voit comment les Congolais marchent à pied. Alors qu'il y a Transco. Est-ce qu'on ne peut pas voir une société de taxis de l'État? Est-ce que c'est interdit? Pourquoi ne pas mettre en place des sociétés à un moment donné, on se demande, mais il y a un problème ou quoi? Avec le nombre quand même de la population qui s'accroît, on devrait avoir vraiment des trains très opérationnels pour prendre le gros nombre de plus en plus. Aller vers des tramways, pour réhabiliter le train Kinshasa-Matadi, pourquoi ça traîne? Parce que ça prend un gros nombre. Pourquoi ça traîne? On comprend que Kinshasa, il y a une commune qui se trouve dedans, c'est la commune de Maluku, qui comprend les 80% de l'ensemble de la ville. Et pourtant, les 90% de la population de cette ville-là habite en dehors de la commune la plus vaste. Voilà. C'est vraiment le grand contraste alors. Il y avait le programme ici que le président de la République est allé lancer sur la construction des nouvelles cités anti-scellés là-bas. Voilà encore quelque chose à encourager. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous ne savons pas s'il y a eu la moindre maison qui est sortie des terres là-bas. Les gens se dérangent toujours sur les problèmes d'embouteillage à Kinshasa. Mais aussi, c'est à quel coût? Mais non, madame. Ce n'est pas un problème de coût. Rien à voir avec le coût. C'est qu'on nous miroite pour nous dire que ça, à quel coût il faut... Non. On vient de dire ici que la population est jeune. Moi ici, Christian Emango, mon ami ici, Brandon,
notre ami d'infotrafic. Vous imaginez que vous dites à Brandon de chercher seulement $1000 et d'aller avoir sa propre maison à Ntsele. Il n'ira pas actuellement. Pourquoi? Parce qu'il vous dira, mais chaque jour, je dois maintenant quitter Ntsele pour venir à Biwana à l'UPEN pour travailler. Les prix, hein. Et Maman Congo paye les prix. C'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'elle a la facilité de connaître comment est-ce que les routes... Elle connaît partout. Vous n'avez pas une route où vous pouvez dire à Maman Congo ici à Biwana à la radio et qu'elle ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Et Brandon qui vous vient de Lingouala chaque jour, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il traverse. Mais si vous demandez à une telle personne d'aller de l'autre côté, avec $1000 avec $1000 pour avoir toute une maison. Il va refuser. C'est comme une garantie locative. Oui, et il paiera chaque mois jusqu'à la fin de sa vie. Mais à l'inverse. Et à la fin, il ne sera jamais propriétaire. Voilà, à l'inverse, voilà ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que si vous allez créer des nouvelles cités de l'autre côté, lorsqu'on a créé la cité sur les agents de la SNEL ici, malheureusement, moi, j'aurais aimé que ça soit pour les plus petits agents de la SNEL. Même ceux-là qu'on appelle les journaliers. Mais c'est toujours les directeurs qui sont allés là-bas, ceux qui sont déjà bien rémunérés. Je n'ai rien contre eux, mais j'ai trouvé que c'était un peu de l'injustice. Mais vous avez vu qu'il y a eu même des directeurs là qui sont allés habiter au-delà de Pompage, alors que pour passer vers Pompage là, au niveau du Saut de Mouton, même avant qu'on puisse s'installer, c'était l'enfer. Mais si on essayait de faire des stades, alors les problèmes de financement ne se poseraient pas à quel niveau? Parce que les usines qui étaient autrefois limitées vont être délocalisées. Ou bien des nouveaux investisseurs vont aller carrément, on va leur demander d'aller carrément poser leurs usines de l'autre côté là-bas. Et avec cela, il y aura peut-être une fiscalité qui sera plus souple. La conséquence, c'est que tous ces jeunes que nous voyons ici, qui sont à Bandal, qui sont à Lingouala, qui sont à Kasavubu, qui sont à l'UPEN, etc., vont préférer aller habiter là-bas parce qu'il n'aura plus besoin chaque jour de quitter là où il habite pour venir travailler jusqu'à Gombe. Il s'arrête à l'usine où il travaille, il rentre. Et s'il y a des bonnes écoles, c'est bon. S'il y a des bonnes écoles de l'autre côté là-bas, la population va elle-même se transporter. Ici à Kinshasa, vous savez que au Sombi Gillette, na Bandal, les Kinois connaissent bien cette expression-là. So Sombi Gillette na Bandal, ça dit tu as acheté une maison qui était de 50 mètres de large, 50 mètres de long. Tu achètes 10 mètres seulement. Terrain non bâti. Il y a même ceux qui mais tu peux acheter ça à $100 000. Tu peux acheter ça à $100 000. Or, vous regardez la maison de Messi qui coûte $2 millions. Mais je ne sais pas moi qu'est-ce que vous constatez là-dedans. Ouais, il va parler. Mais ici, sur boulevard Tchatchi, tu achètes une maison de 80 mètres, $2 millions. Ça n'a pas de sens. $2 millions, c'est un palais. La maison de Maître Gims ne coûte pas $5 millions. Mais ça, quartier Mobimba, et qu'est-ce que j'ai dit? La maison de Kingakat. Et demander à Joseph Kabila pour acheter Kingakat ici, il a dépensé combien? C'est rien du tout. Parce que, évidemment, au Congo, tellement que nous tous nous retrouvons au même endroit, il n'y a pas une politique du gouvernement pour décourager. C'est-à-dire, si on construisait, c'est la politique. Si on construisait de l'autre côté, l'investisseur dont on donne certains avantages fiscaux viendra avec son entreprise, va installer ça là où, et d'ailleurs, il peut même prendre l'engagement de pouvoir construire des logements sociaux pour le personnel. Pour le personnel. Et donc, automatiquement, s'il y a des industries qui vont là-bas pour les habits, automatiquement, les Kinois qui est ici préférera maintenant prendre ces $1000, aller acheter sa maison là-bas. Nous tous, nous allons quitter ici. La conséquence sera que toutes les maisons dont on nous fait payer ici de 2 millions, ça va baisser les prix. Yango Moko. On l'a vu, c'est avec le départ des agents de la MONUSCO. Tout à fait. Mais et notre élément, Mango, je ne sais pas si on peut aussi partager cela, le route à Kinshasa. Ah, ça, j'allais aussi en venir, j'ai eu le temps que vous terminez. Moi, je soutiens toujours la privatisation des routes. C'est aussi... Moi, je soutiens cela. Parce que vous savez, 62 ans d'indépendance, nous devons encore... on a encore des routes des Belges. On n'est même pas réhabilité. C'est-à-dire qu'à part quelques routes qu'on est en train de construire, mais nous devons voir... On ne peut pas avoir un new deal là-dessus par rapport aux infrastructures. Moi, je soutiens toujours la privatisation de nos routes. Prenons par exemple, Emango Esperel, on vous donne Mongafoula. Tout Mongafoula. Construisez et puis chaque semaine, il faut percevoir votre péage. Vous partagez.
C'est pour pousser un peu. L'État est là. Parce que quand est-ce qu'on va construire les routes internes sur nos avenues, là, dans nos avenues, là? Quand est-ce qu'on verra là, les routes avec béton, tout ça? C'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudra, comme je l'ai toujours dit, en politique, c'est le monde des projets contre projets, les idées contre idées. C'est aux dirigeants politiques de bouger leur tête et de trouver quelle politique pour pousser le Congolais à aller de l'avant. Alors avant de continuer, je voudrais aussi vous partager l'inquiétude d'un concitoyen. Quand nous avons fait la lutte contre le paludisme, l'Union européenne a refusé de financer les produits de lutte anti-paludéens nécessaires pour mettre en place des moustiquaires imprégnés. Donc l'Union européenne a imposé son choix, n'est-ce pas? Aussi longtemps, oui, aussi longtemps que, ça c'est sa conclusion, aussi longtemps que les Congolais ne pourraient être investisseurs dans leur pays, au lieu d'attendre des fonds chez les autres, on ne sortira pas de notre truc. Donc il faut imposer aux Congolais d'investir sur place. Non, mais vous savez, pas plus tard que hier, il y a un militant de l'UDPS. Je cite son nom, Fedi Mukendi. Il m'appelle parce que je viens de payer $150 au camp Lufungu. Parce que de l'autre côté, on se moque de nous, hein? Financement extérieur. Alors que nous-mêmes ici, il y a des gens qui volent l'argent. Parce que tout le monde qui mbongo après 150, je cite son nom parce qu'il m'a contacté $150 foutu on camp Lufungu là et bah ça les papiers à $100. Déjà. Je me pose la question, les gens qui sont du pouvoir, les gens de l'IDPS, le secrétaire général, Peter Kazadi, Jacques Chabani, c'est votre pouvoir. Est-ce que vous savez ce qui se passe par rapport à ceux-là qui ont des véhicules, ceux qui ont des milliers, non, quand le Fungu. Je cite son nom, militant IDPS. Ceux qui entourent les chefs de l'État, est-ce que vous savez ce qui se passe quand le Fungu? Les chauffeurs taxi appellent B1 chaque jour. Chaque jour, mais franchement, que des dénonciations. Que fait le ministre de l'Intérieur pour aller là-bas voir? On nous a démontré que Kotiambassou, c'est illégal. Mon ami, la plaque, c'est illégal. Tous les textes le disent, mais on continue à le faire. Qu'on qualifie infraction ne revient qu'à l'OPJ. Mais là-bas, on surtout ceux qui policiers, il y a le bureau. Mon ami achète un nouveau véhicule, plaque Babotolakian. Bakeiti, na Ipekin, Akafuti bon. Moi, je me pose la question. Nous voulons, les Congolais sont-ils hostiles à leur propre développement ou quoi? On en parle à la télévision. Allez-y vérifier par-ci, par-là. Il y a des témoins, il y a des gens qui sont prêts à témoigner. Nous voulons aller de l'avant, mais à l'interne, il y a coulage des recettes. S'il y a contravention, je dois payer à la banque. Foutambourg, nous, la banque, je ne dois pas payer à la police. Et ce qui se passe au niveau de Kalfou, au niveau de l'Ipekin, là, et c'est correct, et c'est propre aux Congolais, 62 ans après, mais c'est quoi ça comme un pays? C'est quoi ça? Alors que beaucoup de gens, moi j'ai cru au pouvoir, l'IDPS au pouvoir, les antivaleurs vont cesser vraiment et baisser. Mais davantage, il y a des antivaleurs. Bizarre. Et les agents du ministère des Transports. Il faut voir les combats. L'autre fois, j'ai même appelé Charles Mboutamou, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette courtoisie, hein? Votre véhicule, monsieur, s'il vous plaît, le document de bord, s'il n'y en a pas, monsieur, mettez-vous à côté, vous êtes en contravention. Mais non, c'est de la brutalité. À un moment de vous demandez, est-ce que sommes-nous condamnés à vivre ce genre de situation? Quand le fond, la faut pas bon, il y a pas tout pour la plaque. Vous vous demandez, attendez, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Les dirigeants politiques, c'est là où moi je me dis, où sont nos dirigeants politiques? Des situations pareilles. Pourquoi ne pas interpeller? Déclaration politique, nous, non, mais là-bas aussi on peut avoir une déclaration politique. Ah ben oui, pour aider la population. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et c'est comme si les Congolais sont devenus sans parents. Les grands-parents n'est pas là. Donc
comment on dit à Lingala? Moi là-bas. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'on se demande, mais attendez, je suis avec ma voiture, on m'interpelle, on m'amène au Kalufungula. Kalufungula, il y a aussi la police. Brandon, vous, maman, vous devez nous expliquer là-dessus. C'est dangereux ce qui se passe dans ces pays-ci. Nous le dénonçons à la télévision. Vous qui êtes autour du chef de l'État, vous, le ministre de l'Intérieur, il faut qu'on en parle. On nous a dit que Balongola qui ba Oudjana. Non, on fait souffrir les Congolais. Mais Oudjana niveau bazo renaître de ses propres cendres. Le mais colon. Koutana Oudjana te na ebisibno Oudjana zo sa na enlèvement à Mutuka. Akutana yazana passe partout nae. Azu Mutuka na Oudjana kena yango. On se demande mais yo tikali wana kutu. On se demande, mais est-ce que des gens ne sont pas au courant de cela? Moi, j'ai de preuves des gens qui ont donné de l'argent. Quand le fond, là, je cite le nom, Fedi Mukendi, cadre UDPS, cellule limitée résidentielle. Il a donné $150 à Kalufung. On peut faire document à 100. Le membre de l'UDPS, il m'a contacté, Pascal, je lui ai dit, et que Biloko n'a le bon à la télévision. Parce que votre pouvoir, on dit le pouvoir, c'est le pouvoir de l'UDPS. L'UDPS a lutté contre les antivaleurs. Mais regardez, sous l'UDPS, il y a des antivaleurs, il y a Makassi, il y a faire souffrir la population. On se demande, mais attends, on va aller vivre où? On va aller vivre où alors? Plaque, non, Babotolo, tu dois payer. Et puis, moi j'ai toujours dit aux gens, Babotolo, plaque. La justice militaire, et Mango, il a pu bien l'expliquer, la justice militaire existe. Babotolo plaque nos chauffeurs. Vas-y à l'auditorat militaire. Tu vas voir comment les militaires, les magistrats militaires, ils vont interpeller le roulage là. Tout ça, c'est pas normal ça. Souvent on rencontre un problème, c'est que Herba Kangio, on a besoin au Kende. Et lui il exploite Prisewana aux Anango, il veut partir. J'avais vu, je ne sais pas si ma mémoire est encore bonne, mais je crois que c'était le député Crispin Bindoulé, il est de l'UNC, qui avait proposé une loi sur la circulation routière ici, et avec les arrestations qu'on connaissait à tout moment de notre police de circulation routière. Évidemment, nous revenons encore sur cet aspect de recensement. Dans d'autres pays, si par exemple vous garez mal, tant on déplace à nous, ici chez nous, je pense que lorsqu'on arrête une personne parce que c'est vrai, hein, on ne va pas le nier, les gens conduisent mal à Kinshasa. Ça aussi, on ne devrait pas le nier. Les gens conduisent mal à Kinshasa. Mais ça aussi, c'est fait. C'est prémédité aussi quelque part par la police, parce que vous voyez par exemple lorsque vous arrivez au niveau de comment ça s'appelle encore, l'avenue du Port, juste où lorsque vous êtes à la poste, voilà, l'agent de circulation routière qui est là est juste au niveau. Il se tient sur la route. Ce qui fait que si vous avez quelques véhicules qui sont devant vous, vous ne savez pas voir le signe qu'il a fait. À un moment, il se multiplie. Il y a un qui est plus avant qui vous appelle. Quand vous avancez, vous arrivez, l'autre vous dit, oh, celui qui là a fermé la route. Il y a on vous arrête. Ça m'est arrivé une fois. Moi, personnellement, j'ai subi ça une fois. Et l'autre fois, je venais, je dépasse qui marchait sur boulevard, excusez-moi pour la publicité, mais c'est l'information. Je dépasse, j'arrive juste au niveau de là où il y avait l'immeuble de SN Brussels, l'ancien Sabina, et je donne le clignotant, que je voulais prendre juste la direction qui entrait là, mais lorsque je donne le clignotant, il me fait arrêter. Mais pourquoi? Oh non, au petit clignotant en retard. Si clignotant en retard, ça veut dire quoi? Oh non, bah ça clignotant na première flèche. Yo petit clignotant tant que première flèche sur le côté déjà. De y'a Hollande là haut. Parce que au côté clignotant dans réseau bêta. Parce que comment tu sais qu'il y a bêta qui a voté depuis première année? Oh non, mais c'est clignotant. Ils ont commencé à me compliquer. J'ai dit bon, ça va, continue à compliquer. Oh non, ce qu'on a dit, tu es au bureau. Je dis, ok, tu es au bureau. On arrive au bureau. Dès qu'on arrive au bureau, lui part. Il me laisse avec son chef. On commence à discuter. Son chef me dit, mais pourquoi on t'a arrêté?
Et c'est ça le problème aussi du Congolais, c'est parce qu'on ne connaît pas la loi. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens ont peur. Je lui dis, pourquoi t'as arrêté? Je lui dis, moi-même, je ne sais pas pourquoi il m'a arrêté. Oh non, il t'a arrêté, il t'a amené. Je dis, mais vous devez d'abord lui poser la question. C'est lui qui est venu m'accuser, vous devez d'abord lui poser la question. Pourquoi il m'a arrêté? Alors, on le cherche, il revient. Oh non, après, c'est clignotant en retard. J'ai dit, clignotant, après, c'est en retard. Tout clignotant, après, ça quitter. Oh, t'es après, c'est clignotant en retard. Et puis, il s'en va. Quelle contravention? Nulle part. Non. Clignotant en retard. Il faut à la preuve que place la longwa qui je n'avais pas donné de clignotant. Bon, moi, j'ai donné le clignotant. Donc, je ne comprends pas comment je suis arrivé ici. Oh non, tu es arrivé ici, c'est que ESA refuse d'obtempérer. J'ai dit, mais refus d'obtempérer, c'est moi qui suis venu avec mon véhicule jusqu'ici. Comment je vais refuser d'obtempérer alors que c'est moi qui suis arrivé avec le véhicule jusqu'ici? Une infraction. S'il n'y a pas de refus d'obtempérer, sinon c'est lui-même qui allait prendre les volants et m'amener ici. Mais comment c'est moi qui suis arrivé ici? C'est que je n'ai pas refusé. C'est plutôt moi qui lui ai proposé de venir jusqu'ici. Oh non! Et si on commis des gens dans le bureau, il faut foutre. Alors, comme aux AP pressés, j'avais une procédure, je devais aller les faire. Tu penses à ce que les clients vont te faire après compression? On a obligé. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les députés proposent la loi, je me dis, bon, j'ai parcouru un peu les textes. Mais pour régler ces problèmes ici au Congo, nous revenons encore avec le problème de recensement. On ne peut pas arrêter quelqu'un dans Nzela ou pas appeler ses clignotants. Ailleurs, dès que tu roules, tu as dépassé 40 km par heure, là où on a... ça flash. Les antivaleurs et Vandi Namboka terriblement. Il faudra que le chef de l'État, les ministres qui suivent, va taper fort. Les antivaleurs, ils ont ma casse. Les problèmes des fois, c'est étonnant. C'est étonnant. Vous allez voir que ceux qui ont l'autorité, ils ont investi des titres d'autorité, mais Bango Moko Baza à la base. Exact. À la base. Justement, ils vivent de l'argent sale. Ils construisent avec de l'argent sale. Nous ne réussissons pas avec les problèmes d'Oudjana. Pourquoi? Parce que les chefs de la police de circulation routière, là, lui-même, il veut que l'Oudjana soit sur terrain pour lui amener l'argent. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, il faut que lorsque une personne commet une contravention, une infraction contre le code de la route, il faut mettre des dispositifs qui enregistrent juste l'infraction qu'il a commis. À Kendenaï. Maintenant, les problèmes des arrations qui ont enregistré, vous allez les retrouver où? Parce que la plaque là qu'il a, et si à déménager à Kuna, Kala. Donc si vous rentrez chez lui pour lui amener les tickets, acheter le véhicule, mais il garde les vous trouvez. Mais là maintenant, non, là il n'y a pas, là au moins il n'y a pas de problème. Là au moins il n'y a pas de problème parce que s'il garde le véhicule mais il n'a pas les nouveaux documents, le vendeur doit, lorsqu'il vend son véhicule, il y a le contrat de vente. Oui. Vous gardez le contrat de vente avec l'adresse du nouvel acquéreur. Comme ça, dès que ça il faut l'obliger, dès que le nouvel acquéreur prend les véhicules, vous avez l'obligation d'aller avec ce contrat de vente-là au niveau de la DGI pour qu'on sache, même avant que lui vienne pour demander les nouveaux, comment on appelle ça là, volets jaunes, pour qu'on sache que le véhicule n'est plus en votre possession, mais c'est allé chez telle personne. Comme ça, même s'il ne vient pas pour demander le nouveau papier, lorsqu'il commet une contravention, on connaît déjà son adresse. On peut faire entretenir le flou. Mutation, c'est donc tout ça, pour revenir à la situation de la population, bref, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. On peut beau célébrer la journée internationale de la population, mais le premier élément, le ministre du Plan, comme nous le connaissons, c'est quand même quelqu'un qui est assez réfléchi. On le connaît depuis ses expériences au niveau des assemblées délibérantes. Et donc, il faut un plan. Il faut proposer un gouvernement, un plan pour la population. Et c'est à partir de là qu'il faut imprimer un sérieux pour que les gouvernements qui viendront après ne puissent pas faire table rase et repartir à zéro, mais que ça puisse être appliqué. Parce que si on dit 278 millions d'habitants, franchement, moi j'ai compris ça les jours où un citoyen rwandais qui a longtemps vécu en France, il atterrit à Kinshasa. Et
ce qui est super avec Kinshasa, c'est que quand vous quittez l'aéroport du 30... qu'est-ce que j'ai à dire, l'aéroport du 30 juin? L'aéroport de Djili. Quand vous quittez l'aéroport de Djili, les premiers quartiers qui vous reçoivent, c'est les quartiers les plus populaires. Donc vous avez déjà l'impression que Kinshasa a une telle ressource humaine que lui venait pour investir dans le secteur de l'environnement. Alors il a estimé que c'était déjà facile pour lui, parce que on avait besoin de la main-d'œuvre et qui devait coûter moins cher. Mais il arrive ici, vous comprenez que Matata Pogno qui laisse le projet avec les 9 communes d'extraction des déchets, Kimbut arrive, le projet est complètement détruit, alors qu'avant on payait à chaque personne qui travaille dans ce projet-là entre 100 à 150 $. Et rassurez-vous, les jeunes venaient travailler. Kimbut arrive, on tue carrément le projet parce que l'Union européenne n'a plus trouvé le sérieux, s'en est allé. Et finalement, c'est Ngobila qui arrive encore. Qu'est-ce qu'il vous propose? Au lieu d'aller créer un centre de traitement des déchets, il vient créer un centre de traitement des déchets à côté du stade de Martyrs, là où la population est déjà fortement concentrée. Donc finalement, il n'y a pas un programme. Or, s'il y avait un programme national, on allait obliger, je ne connais pas la situation des autres provinces, mais on allait au moins obliger, par exemple pour les cas de la ville de Kinshasa, que de telles usines ne soient construites que dans un coin du pays. Et comme on aura besoin de la main-d'œuvre, les gens vont se déplacer eux-mêmes là-bas. Et ça, c'est la politique qui doit être imprimée au niveau central. Donc, vous ne verrez pas un gouverneur qui va se réveiller un matin, il vient, il dit, parce que c'est déjà interdit, il est obligé d'aller ailleurs. Excusez-moi, Pascal, en 30 secondes. Comment ça, Kimbut, d'ailleurs, on a amené encore les déchets jusqu'à Kinkole. Et ça, c'était les déchets ménagers. Mais Ngobila veut construire les déchets de défécation, ici j'ai oublié comment on appelle ça avec les termes techniques, matière fécale, il y a badal, côté il y a stade de Martyrs. Oubliant que ceux qui jamais attaquent tuyauterie n'ont eu problème un jour, ça va affecter sérieusement tous les quartiers. Et ce sont des maladies qui vont suivre. Et Toboka, mais déjà. Matière, ça ne ment pas. Bon, moi j'estime que il faudra que l'État congolais mettre de bonnes politiques publiques en place. Il y a beaucoup de choses à parler par rapport à la population. On n'a même pas touché les travailleurs. Il y a des travailleurs qui sont payés, Nabato à 850. Donc vous vous dites, mais est-ce que les gens, ils ont le cœur? C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Les Congolais, n'est-il pas hostile à son propre développement? Et ceux qui sont au niveau de la présidence, au niveau de la primature, les services, des gens qui suivent les émissions ici, le Congolais souffre. Et qui fait souffrir le Congolais? C'est l'homme noir. Les colons noirs qui sont là, mon poste de responsabilité, fait souffrir les Congolais. Alors que nous sommes là pour bâtir un beau pays ensemble, mais pas pour souffrir l'autre, faire souffrir l'autre. Donc, vous qui êtes au niveau de la présidence, veillez quand même faire suivre les choses pour que les choses changent. C'est comme si le Congo, ils ont non, ils ont raté. Un pays, il faut de l'ordre. Un pays, il faut que les choses avancent. Il ne faut pas que des gens, ils estiment bango. Non, il faut que les choses bougent. On sent que, oui, c'est un pays. Il y a un pays, il y a des choix à opérer. Nous aidons la population. Mais quand les choses ne sont pas faites et que les gens souffrent, d'autres personnes regardent, on ne répond même pas. Vous savez, il y a combien de victimes? Je l'ai dit, il y a des gens qui sont des victimes. Mais il faudra que l'État congolais, qui connaît toutes les victimes, dans l'entreprise, dans la mission, dans le salaire, l'État doit répondre. Mais si l'État ne répond pas, l'État démissionnaire alors. Les droits et les choix, c'est ça la solution pour une population forte, importante, n'est-ce pas? On va vers les 278 millions, une bonne ressource humaine, n'est-ce pas? Un bon capital humain, mais qui doit être à même de pouvoir produire. Sinon, ça ne servira à rien. Mesdames, Messieurs, joyeux anniversaire à Jemima Matondo. Elle est née le jour de la population, c'est important qu'elle a gagné forcément vie. Ça, c'est signé Kevin. Moi, je vous retrouve jeudi. Portez-vous bien. Au revoir.